Bonjour à tous. Si c'est la première fois que vous participez au Café Scientifique, je suis Laetitia. Je suis la responsable de l'équipe francophone HS Screen Afrique. Je souhaite commencer par saluer chaleureusement les étudiants et le personnel de l'Université officielle de Bukavu, ainsi que notre audience en ligne. Je serai donc la modératrice ce matin avec mon co-modérateur Eli, qui est présent sur place à l'Université officielle de Bukavu. Bienvenue à tous. Café Scientifique est une initiative du domaine des sciences agronomiques et de l'environnement de l'Université officielle de Bukavu, en collaboration avec Chef Screen Afrique, pour qui je travaille. Revenir à la recherche qui va être présentée ce matin, à notre expert de ce matin. Personnellement, j'appelle cette recherche la baguette magique, car il s'agit d'une étude avec le potentiel de traiter de multiples enjeux mondiaux. Plus précisément, les résultats de cette recherche pourraient protéger la biodiversité aquatique, lutter contre la déforestation et restaurer la santé des sols. Je suis sûre que nous sommes tous impatients de savoir comment. Permettez-moi donc de vous présenter l'homme derrière cette œuvre. Notre expert aujourd'hui est Monsieur Thierry Tichessa. Il est chercheur et enseignant à l'École supérieure d'études agronomiques et vétérinaires de Walungu. Il est spécialisé dans la production animale durable et la santé animale en RDC. Plongeons maintenant dans cette recherche pour en découvrir les nombreux avantages pour nos écosystèmes. Je veux donc souhaiter la bienvenue à Monsieur Tichessa. Thierry, vous pouvez partager votre écran et prendre la parole. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je me présente devant vous pour la présentation qui concerne les, les activités de recherche que j'ai menées. Et le sujet est intitulé Les effets de substitution de mousse, de farine de poisson et de farine de soja par les larves de mousse soldat noir sur la croissance, mais aussi la rentabilité économique des pauvres. Cette présentation va s'articuler sur les 4 points ici. On va commencer par l'introduction, mais aussi on va présenter les milieux et la méthodologie qu'on a utilisée. Et ensuite, nous allons faire la synthèse des résultats. Et enfin, on va conclure et on va parler des recommandations, mais aussi les perspectives d'avenir pour ces recherches ici. Nous le savons tous, l'alimentation constitue un levier très, très capital, mais aussi une contrainte parfaite dans la rentabilité, mais aussi la croissance dans les élevages, particulièrement pour l'élevage des monogastriques où nous avons les porcs. Du coup, face à cette rareté, mais aussi à la place qu'occupent les protéines, nous avons eu le courage d'affronter une thématique, non seulement une alternative innovante, mais aussi une alternative durable, comme on le disait, pour chercher à substituer partiellement, mais aussi totalement, et chercher à remplacer les farines conventionnelles, entre autres, notamment le soja, mais aussi la farine des poissons qu'on a l'habitude d'utiliser dans les élevages. Face à cette situation, nous avons essayé d'incorporer partiellement, mais aussi totalement, la farine des larves de mousse soldat noir. Et ces larves-là ont joué un rôle très, très important. Non seulement ces remplacements constituent une approche qui vise à protéger la biodiversité aquatique pour réduire cette pression sur les stocks halieutiques, mais aussi à lutter contre la déforestation qui se limitait à l'utilisation des espaces en utilisant les monocultures de soja. À part tout cela, il y a aussi la restauration du sol parce que ce sont les déchets et ces déchets-là jouent un rôle dans la gestion, non seulement la gestion des déchets, mais aussi la gestion des restaurations des sols. Parlant des problèmes, on a noté que les farines ou les rations qui sont commercialisées coûtent cher,
Mais à côté de ces ratios, si on essaie d'utiliser les ratios qui sont conventionnement ou localement formulés, ces ratios-là ont des déficiences en termes de nutriments, et du coup, ce sont des ratios déséquilibrés. Mais au-delà de tout ça, il y a la farine de poisson et la farine de soja, ou le soja lui-même et les poissons qui sont utilisés dans l'alimentation humaine. Du coup, il y a une compétition entre l'homme et l'animal. Et tous ces problèmes nous ont poussés à chercher les alternatives pour pallier et aussi chercher à lutter contre, contre l'insécurité alimentaire, mais du coup aussi à protéger la biodiversité. Et cette étude s'est fixé trois objectifs spécifiques. Et le premier objectif, c'était d'évaluer les performances de croissance. Et là, c'était dans un essai. Et à part ça, après l'abattage, on a sacrifié les animaux pour prélever les échantillons. Et là, on essayait d'évaluer les paramètres hématobiochimiques, c'est-à-dire les paramètres hématologiques, les paramètres biochimiques, mais aussi les paramètres microbiologiques. Et même la qualité organoleptique a été évaluée. Et en fait, nous nous sommes posé la question maintenant, en formulant ces ratios, est-ce qu'on peut aussi espérer à une rentabilité? Nous avons eu l'état d'évaluer aussi la rentabilité économique liée au coût de production en élevage des porcins. Ça, c'est par rapport aux objectifs. Cette étude a été menée au site Kivu. Là, nous sommes dans le territoire de Walungu. Et l'essai était installé à Nyangezi. Ça, c'est en province du site Kivu. Karongo Nyangezi, où on avait installé une porcherie. Et cette porcherie nous a servi des milliers d'un dispositif, d'un cadre pour évaluer tous ces paramètres-là. Et la porcherie, à l'intérieur, c'était une porcherie construite en matériaux semi-durables qui garantissent la sécurité, mais aussi un cadre pour évaluer tous les paramètres. Les matériels, nous avons utilisé la porcherie, comme je le disais. Il y avait les balances à précision, mais aussi les ribages techniques. Et les ratios étaient formulés. Et à côté, il y a eu des matériels de laboratoire où nous avons utilisé les laboratoires avec tous les matériels, certains matériels pour la collecte des échantillons au niveau de la ferme, mais aussi d'autres matériels au niveau des laboratoires. Les ratios étaient formulés conformément aux besoins des animaux. Et comme je le disais, on avait des ratios à deux phases. La première phase, nous avons formulé la ratio post-sévrage, c'est-à-dire du premier mois au troisième mois après sévrage. Et si vous le voyez bien, il y a des ingrédients à côté, mais aussi nous avons les ratios formulés. On avait au total 11 ingrédients. Et puis on avait aussi 9 ratios, les régimes alimentaires. Le premier régime, qui est le T0, c'était un régime où on utilise les régimes utilisés conventionnellement dans nos élevages ici. Et les autres ratios étaient substitués. Comme par exemple, la première ratio le premier régime qui est le T1, là, on était en train de substituer les soja par la mousse soldat. Et la substitution, c'est de 25%, 50%, 75% et 100%. C'est-à-dire, pour le T1, c'était 25% de mousse soldat noir, 50% pour le T2, 75% pour le T3, mais aussi le T4 était totalement substitué par 100% de mousse soldat. C'est comme ça que vous voyez 8 kg de mousse soldat. Et à partir de T5, c'est-à-dire le cinquième traitement, c'est maintenant la substitution où on essaie de substituer les larves dans la farine de poisson. Et là, c'était 25% pour le T5, 50% pour le sixième traitement, mais aussi le septième traitement, c'est 75%. Et au huitième traitement, nous avons les 100% de substitution de mousse soldat. Ça, c'est la substitution totale. Ça, c'est par rapport à la première ratio qui est la ratio pour le post-sévrage. Les ingrédients, vous les voyez tous, il y a le maïs, il y a la farine d'os, la farine de soja, on était en train de substituer, la farine de manioc,
la farine de poisson, mais aussi les sons de riz, les tourteaux, l'huile de palme, les prémix, mais aussi la farine de mousse soldat noir, des larves de mousse soldat noir. Ça, c'était la première ration. Il y avait une ration maintenant de croissance qui était là, vous voyez que les besoins des animaux ont augmenté, parce que ce qui est vrai en fonction de l'âge, en fonction de leur poids, on a essayé maintenant de substituer encore et on a augmenté les ratios. Ça, c'était la deuxième ratio. La deuxième ratio, alors, c'est à partir du quatrième mois jusqu'au sixième mois. Quels sont les paramètres qui ont été évalués? J'étais en train de le dire dans mes objectifs. Et on a eu l'état d'évaluer pendant 18 semaines les paramètres de croissance, c'est-à-dire les animaux étaient élevés. Et chaque semaine, on devait collecter les données sur la consommation alimentaire, les données sur les poids vifs et les gains de poids des animaux, les données sur les gains moyens quotidiens, l'indice de consommation, mais aussi les paramètres morphobiométriques où on devait évaluer la longueur de l'animal, les contours thoraciques, mais aussi la profondeur au niveau de la hanche. Et tous ces paramètres étaient évalués à partir de... On utilisait les ribages techniques pour évaluer ces paramètres-là. Et enfin, ça c'était après l'abattage. Pendant l'abattage, on a évalué maintenant les caractéristiques de la carcasse. Le deuxième groupe de paramètres, ce sont là les paramètres hématologiques. Et là, on a évalué les globules blancs, les globules rouges, les lymphocytes, l'hémoglobine, mais aussi le volume corticulaire, le volume globulaire moyen, la teneur en hémoglobine, et aussi la concentration en hémoglobine. L'hématocrite, mais aussi les plaquettes sanguines ont été évaluées. Là, c'est quand on récoltait les sang pour les analyses hématologiques. À côté, il y a eu des analyses biochimiques, mais aussi la composition de la flore intestinale. Et là, on prélevait la matière fécale, mais aussi on prélevait toujours les sangs en utilisant les types avec EDTA et sans EDTA pour les paramètres hématologiques et les paramètres biochimiques. Et à ce niveau ici, pour les paramètres biochimiques, on a évalué les taux de cholestérol total, les triglycérides, mais aussi les protéines sériques. La laninotransférase, l'aspartate aminotransférase, l'irée, mais aussi les glucoses ont été évalués. Côté, la matière fécale était prélevée au niveau du côlon, et là, les échantillons ont été conduits au niveau des laboratoires, et là, on a évalué la charge bactérienne totale, les coliformes totaux, les coliformes fécaux, les salmonella, mais aussi les staphylocoques. Là, ça concernait les paramètres biochimiques, mais aussi les paramètres microbiologiques. Pour les paramètres organoleptiques, on a constitué un panel des étudiants on a fait les cibles, c'était les étudiants qui sont en technologie des aliments. Et ces étudiants nous ont aidés à avoir un panel de dégustateurs. 30 dégustateurs nous ont aidés à déguster les paramètres caractéristiques d'organoleptiques sensoriels. Là, c'était l'aspect visuel de la viande, la couleur, la saveur, le goût, la gitosité, mais aussi la texture des fibres. Tous ces paramètres étaient évalués sur une échelle hédonique où on avait les médiocres, notre échelle c'était 1 pour les médiocres et l'excellent c'était 5. Et à côté, nous avons maintenant évalué, juste après maintenant toutes ces évaluations, on a eu l'état d'évaluer les paramètres de rentabilité. Et ces paramètres avaient une base, un soubassement sur les prix des ingrédients locaux. On le disait, les ingrédients étaient autour de 11 et tous ces ingrédients-là étaient achetés. Et on devait évaluer maintenant les coûts de la production et pour voir si l'activité est rentable, mais aussi est-ce qu'elle est seulement rentable, mais aussi elle doit voir si elle est durable. L'analyse statistique nous a conduit à utiliser le logiciel Excel pour l'encodage des données, mais aussi RStudio nous a permis d'analyser la variance,
mais aussi comparer les moyennes. Ça, c'était avec les tests de Touquet. Parlant de la synthèse des résultats, vous allez voir avec moi que les premiers résultats, ce sont les résultats de croissance. Et pour la croissance, vous allez voir que les premiers paramètres qui nous intéressaient ici, les performances techniques, c'était les gains de poids. Et la sixième ratio, le sixième traitement, où on avait 50% farine de poisson, farine de poisson et 50% farine de soja et 50% mousse soldat noir, c'est là où nous avons eu un gain de poids le plus élevé. Et ce gain de poids était de 235,8. Et à côté, il y a eu un autre paramètre qui nous a intéressé, c'était le poids, l'indice de consommation. Et l'indice de consommation qui était le plus intéressant, c'est-à-dire les animaux qui consomment moins, mais valorisent les aliments, c'était toujours au sixième traitement. Et l'indice de consommation qui est ici, c'est l'indice de 3,2. Et si vous essayez de comparer avec les traitements témoins, qui est le conventionnel, vous allez voir que l'indice de consommation est très élevé au premier traitement. C'est autour de 5. Et par rapport même au gain de poids, c'est moins, c'est 121 contre 235. Ça, c'était par rapport aux paramètres de performance de croissance. Et à côté, il y a eu les caractéristiques de la carapace. Ça concerne toujours la performance technique. Mais l'élément qui nous a plus intéressé ici, c'était le poids de la carapace, mais aussi les rendements de la carapace. Vous allez voir que toujours, le sixième traitement là se comporte très, très bien. Et le rendement de la carapace le plus élevé ici, c'est le rendement de 84,1. Ça signifie que après avoir sacrifié le porc, si le porc pèse les 100% du poids du porc, va donner 84 kilos de viande. Et ça, c'est le rendement à l'abattage qui était le plus intéressant. Le poids de la carapace, on voit que le poids qui est le plus élevé, c'est le poids au sixième traitement, qui est de 30,9. Ça, c'était par rapport à la caractéristique de la carapace. Parlons un peu des paramètres hématologiques. Les paramètres hématologiques sont restés stables. Ça signifie que ces ratios ici n'ont pas modifié le profil hématologique. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'avec ces ratios, toutes ces ratios-là n'ont pas vraiment eu un effet négatif sur le profil hématologique de ces animaux. Pour les paramètres biochimiques, on note quand même que deux paramètres ont été influencés, entre autres les taux de protéines totales au niveau du sixième traitement, le septième traitement, mais aussi au niveau du cinquième traitement. Mais aussi le glucose, le taux de glucose a été élevé par rapport au traitement témoin. Et tout ceci, c'est par rapport à la formation, au profil de nutriments qui se trouvent dans les aliments. Et vous voyez que quand on essaie de comparer les paramètres au niveau des protéines totales, mais aussi au niveau des glucoses par rapport au traitement témoin, on se rend compte qu'il y a eu une différence significative. Paramètres microbiologiques, on note quand même qu'il n'y a eu aucun effet sur les populations bactériennes, sauf qu'au niveau des coliformes et totaux, là où il y avait un taux élevé en tenir à l'arbre de mousse soldat noir, il y a eu une légère élévation. Et les qualités organoleptiques montrent que les niveaux élevés induisent une augmentation de la dureté, mais aussi le caractère fariné. Et là, on a eu que la jutosité et l'intensité gustative de la viande a été élevée et au niveau des traitements où il y avait un taux élevé en farine de l'arbre de mousse soldat noir. Pour l'analyse de la rentabilité, toujours le sixième traitement, c'était déjà prévisible. Le sixième traitement s'est très bien comporté. Et là, on a eu une marge
du bénéficiaire, la marge du bénéficiaire la plus élevée, mais aussi les coûts de la production étaient élevés dans les extrêmes. C'est-à-dire là, on avait 100% de moules soldats noirs. Et pour ce qui concerne la farine de poisson, pour ce qui concerne la farine de moules soldats noirs, il y a eu un coût de production élevé comparativement aux traitements intermédiaires. Et ceci nous amène à dire que quand vous avez les ratios où vous avez moins de coûts par rapport au coût de production, et vous allez voir que la marge du bénéficiaire va baisser par rapport au ratio où il y a moins d'investissement en termes financiers. Ceci nous amène à conclure que quand vous utilisez les ratios intermédiaires, ça signifie entre 50% à 75% de larves et de moules soldats noirs dans vos ratios. Là, la rentabilité économique sera plus élevée, mais aussi les performances de croissance seront plus élevées. Et du coup, pour quelqu'un qui est en train de faire l'activité sera non seulement rentable, mais aussi l'activité sera aussi plus économique et durable. Et en respectant ce qu'on a dit et la pression qu'on met sur la biodiversité. Les ratios, c'est la sixième ratio, le sixième régime, et le septième régime, où il y avait 75% des larves de moules soldats noirs et 25% des moules soldats de la farine de soja, se sont montrés les plus performants. Et là, les rendements à l'abattage, comme c'est les rendements qui nous intéressent, et les gains de poids ont été élevés. Et ça nous amène à dire que ces ratios-là sont les plus importantes. Mais ces ratios n'ont pas modifié les profils hématologiques, mais aussi les profils biochimiques. Les profils biochimiques a un effet significatif. Et du coup, la santé animale reste stable, mais aussi les paramètres de croissance ont été améliorés. À ce niveau, nous suggérons que si on utilise les larves de moules soldats noirs dans les ratios, mais sans utiliser les 100% des ingrédients, les 100% dans la ratio, si on est dans les 50% des substitutions, pas substitution totale, mais on est dans les substitutions intermédiaires, ça peut conduire à un système d'élevage non seulement rentable, mais aussi durable, et un système qui respecte la stabilité et le non-épuisement de la biodiversité. Les recommandations sont telles que 50 à 75% reste notre focus. Et du coup, si on doit recommander d'utiliser les 50% jusqu'à 75%, là, on est dans le bon. Et ça ne peut pas modifier les systèmes d'élevage. Et les systèmes pourraient être rentables, mais aussi plus durables. Les recherches qui doivent être prévues ou qui doivent occuper notre attention dans la perspective, c'est les effets biologiques, notamment sur la nutrition et l'empreinte environnementale, mais aussi chercher à consolider pour que les systèmes soient plus durables, résilients, mais aussi rentables le plus possible. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Thierry, pour la présentation. Vous pouvez utiliser vos emojis donc, pour féliciter notre expert de ce matin. Je vais donner la parole à Monsieur Alenga qui a sa main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Je vois Monsieur Faniol Miendou qui dit le régime alimentaire du T0 était constitué par quoi, s'il vous plaît? Sinon, dans certains élevages, les animaux sont nourris à volonté. D'autres utilisent les résidus de la bralima et d'autres du fourrage et la pâte des résidus du manioc. Je n'ai pas bien digéré le concept. Le T0 régime utilisé conventionnellement. Donc, je ne sais pas. Euh, Thierry, si vous avez pu suivre Ouais. la question, donc je vous donne la Oui, parole. merci beaucoup pour la question. Les T0, c'était le régime témoin. Et là, on avait, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Les Thank you, T0, sir. c'était le régime témoin, c'est-à-dire c'est ce qu'on a toujours utilisé ici.
dans les élevages. C'est-à-dire là, c'était 100% de ce qu'on utilise dans les élevages conventionnellement ici. C'est-à-dire il y avait la farine de poisson, il y avait aussi la farine de mousse soldat noir. Non, la farine de poisson sans farine de mousse soldat noir. C'est-à-dire on avait la farine de poisson, la farine de soja et les autres ingrédients qu'on utilise localement ici. C'est-à-dire là, il n'y avait pas farine de mousse soldat noir. Mais à côté, il y avait d'autres ingrédients qu'on utilise. Il a fait allusion à la drèche de la bralima. Et là, c'est l'énergie qu'on cherche. Il y avait d'autres aliments énergétiques qui étaient là et on n'avait pas la brèche parce qu'on avait les sons de riz qu'on utilisait, mais aussi d'autres aliments énergétiques. J'espère que Monsieur Fanuel, vous êtes satisfait de la réponse. Sinon, pouvez toujours lever votre main et continuer avec la discussion pour mieux comprendre. Entre-temps, je vais donner la parole à Monsieur Alenga. Merci beaucoup, docteur, et merci beaucoup à Monsieur Thierry pour sa présentation. C'est une étude assez intéressante. Cependant, moi, j'ai deux questions. La première, c'est que j'aimerais savoir si Monsieur Thierry avait pu faire des analyses biochimiques pour savoir quel est l'apport des larves de la mousse soldat noire ainsi que de la farine de soja et de poisson en termes de lipides, de protéines, de sucres, tout ça, pour que l'on puisse nous amener à tirer une conclusion que si on substituait la farine de poisson et de soja par les larves de mousse soldat noire, ça pourrait augmenter le poids des animaux. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est par rapport aux considérations éthiques. Est-ce que M. Thierry, lorsqu'il faisait des mensurations sur le porcelet, sur le porc, quelles sont les précautions qu'il prenait pour ne pas stresser les animaux? Parce que tout cela pourrait influencer les résultats finaux. Merci beaucoup. Tout est parti par l'analyse biochimique des larves de mousse soldat noir. Et les profils biochimiques montrent que le taux en protéines des larves de mousse soldat noir est très, très supérieur. Et il y a une littérature par rapport à cette question-là, mais c'est très, très riche. C'est à partir de 40%. C'est déjà très, très intéressant. Mais à côté, il y a les lipides. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans les résumés de mes résultats, vous voyez qu'il y a un taux élevé par rapport même au glucose, par rapport au taux en protéines. Ça, vous avez vu. Et bon, je n'ai pas peut-être présenté tout parce qu'il y a un tableau qui résume les analyses biochimiques par rapport à cette question-là. Ça, c'est ma réponse. Et peut-être s'il aura la chance de lire prochainement l'article qui sera publié, il sera plus éclairci par rapport à cette question. D'une manière, par rapport à la considération éthique, les animaux étaient élevés dans un cadre qui respecte les conditions d'élevage, qui respecte aussi l'éthique animale. Et les animaux n'étaient pas stressés. Et j'avais toute une équipe d'aide de vétérinaires et qui me permettait de récolter de prélever les paramètres zootechniques sans casse et en respectant le bien-être des animaux. Et je l'ai dit, avant d'être d'abord zootechnicien, je suis vétérinaire. Je connais comment est-ce qu'on doit contentionner les animaux sans les stresser. Et même chose, même le jour des sacrifices des animaux, nous avons pris toutes les précautions pour ne pas stresser les animaux et avoir un œil regardant sur l'éthique et le bien-être des animaux. Je vais aller dans le chat. Il y a des questions, des commentaires. Il dit le MSN est plus facile à trouver que la farine de poisson. Donc, il demande si le MSN est plus facile à trouver que la farine de poisson. Il dit dans d'autres régions, on utilise la farine de poisson. Par rapport aux recommandations d'ailleurs, on a trouvé que la farine de mousse soldat noir est plus facile à trouver que la farine de soja et la farine de poisson. Mais aussi, on a noté cette question-là, la question liée à la gestion de la biodiversité. C'est vrai, pour produire 100 kilos de mousse soldat noir,
ça ne vous demande pas d'avoir un hectare. Mais aussi les coûts, même pour la production, on se rend compte que c'est moins coûteux par rapport à la farine de soja. Mais aussi, il y a cette pression-là sur la biodiversité. Ça, on a souligné juste dans notre introduction. Mais à côté de tout cela, il y a cette compétition entre l'animal et l'homme. Et la même farine, elle est utilisée en alimentation animale, mais aussi en alimentation humaine. C'est seulement le niveau d'intensification qui n'est pas là, mais aussi il reste une question de la vulgarisation. Parce qu'il y a ça aussi. Et on a noté que jusque-là, la vulgarisation n'est pas intense à un niveau où les gens s'approprient l'approche. C'est une approche nouvelle dans notre contrée. Et si les efforts sont fournis de tous les côtés, cette farine-là pourrait être la plus disponible par rapport même à la farine de soja et la farine de poisson. Merci. Monsieur Nestor Linango l'a dit, y a-t-il des risques environnementaux ou sanitaires liés à une production massive de larves? Ouais, que dans mes perspectives, dans les perspectives, j'ai noté l'empreinte environnementale qui reste une question très intéressante pour les futurs. Et du coup, moi, je pense que ça sera une question qui va plus préoccuper tout le monde, y compris moi. Donc, vous comptez faire des études là-dessus, vous comptez poursuivre vos études dans ce sens pour regarder à l'empreinte environnementale. Oui, Ok, super. oui. Euh, Dans la salle, il y a mon... Bonjour. C'est Valence, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous... bonjour, bonjour Monsieur Valence, je vous reçois 5 sur 5. On vous écoute. D'accord, merci. Je disais par rapport au risque environnemental. D'ailleurs, c'est parmi les buts recherchés avec cette étude. Vous voyez, par exemple, les mousses soldats noirs sont beaucoup plus produits avec les déchets environnementaux, surtout avec les déchets des boucheries, les déchets des abattoirs, les résidus ménagers, tout ça avec les résidus des restaurants. Alors, ce qui est sûr est que ce genre de déchets polluent l'environnement. Ça veut dire cette étude, de ma part, cette étude a un double objectif. Premièrement, améliorer la nutrition des animaux par substitution de ces ingrédients qui sont en compétition avec la nutrition humaine, mais deuxièmement aussi à préserver l'environnement, assurer un environnement sain dans notre milieu, en utilisant tous ces déchets qu'on utilise dans notre environnement pour produire ces mousses soda noires. C'est ça les deux objectifs qui sont beaucoup plus préconisés par cette étude. Merci beaucoup. Hmm. Si je comprends bien ce que vous dites, en fait, c'est que ces déchets-là sont bénéfiques pour le sol. Production de ces mousses soldats noirs là-bas. Parce que ce sont les mouches soldats noirs qui vont consommer ces déchets pour transformer ces mouches en larves, les larves qui seront alors utilisées dans la production animale. Et du coup, on fait d'une pierre deux coups, comme on le dit. On gère l'environnement et on substitue aussi les ingrédients en alimentation animale. Ok. Cependant, moi, j'avais une observation, Laetitia, si vous permettez. Allez-y. Oui, oui, j'allais poser la question aussi à M. Thierry, parce qu'il a préconisé que ce sont les substitutions de 50 à 75% qui sont les plus, qui ont donné les meilleures performances, en fait. Alors, j'allais demander, il a eu des substitutions de 50 à 75% pour les soja et pour la farine de poisson. Est-ce que ces deux substitutions se sont comportées de la même manière? La substitution du soja et la substitution de farine de poisson. Est-ce que les deux se sont comportés de la même manière? Merci le professeur Valence pour les ajouts.
Mais aussi par rapport à la question qui concerne les substitutions. On note que les deux substitutions intermédiaires ont eu des performances partout, mais pas au même degré, pas au même niveau. Le soja s'est très bien comporté et par rapport à la farine des poissons, mais c'est toujours entre 50 et 75%. Et du coup, c'est comme ça que notre conclusion était de montrer que les substitutions intermédiaires se sont très, très bien comportées par rapport aux substitutions totales. Ouais. Merci. Oui, oui, Elie. Question en salle. Je peux inviter la personne pour qu'elle pose la question. Merci pour la parole. D'abord, je félicite M. Thierry pour ce travail réalisé. C'est la réponse qui vient de donner qui suscite un peu ma préoccupation. Il vient de répondre à la question du professeur que c'est le soja. En substituant la farine du soja par la mousse soldat, c'est ça qui a donné une belle performance. Pas au même degré, mais beaucoup plus pour le soja. Moi, je m'attendais beaucoup plus à la farine de mousse soldat parce que la farine de mousse soldat provient des animaux. C'est beaucoup plus facile de comprendre lorsqu'on remplace la farine de poisson avec la farine de mousse soldat que de remplacer la farine de soja qui a une origine végétale avec une autre farine qui a une origine animale. Donc, comment vous expliquez cela? En principe, les protéines d'origine animale sont très intéressantes par rapport aux protéines d'origine végétale. Mais par les essais ici et dans d'autres littératures, vraiment, je n'ai pas eu l'état de fouiller. Et c'est ce qui me préoccupe ces derniers temps. Je me suis posé la question. Vous allez voir que la substitution et par rapport au soja associé au mousse soldat, c'est très bien comporté par rapport au poisson. Et c'est ce qui est vrai, c'est pas avec une valeur significative qui est élevée. Mais c'est c'est léger. C'est léger. L'élévation est à un niveau très léger. Mais jusque-là, je n'ai pas vraiment de réponse. Peut-être si il y a dans la salle les profs, parce qu'ils s'intéressent même à la thématique, s'il a m'ajouté. Mais à mon niveau, je n'ai pas encore trouvé. Et pour faire cette différence-là. Effectivement, moi je dirais, mais effectivement, c'est ce qui était le but de l'étude. Parce que si c'était le résultat contraire, ça serait un problème. Ça serait vraiment un problème. Les résultats montrent donc que la farine de mousse soldat noir pourrait donner les mêmes performances que la farine de quoi? Non pas de soja, mais des poissons. Mais ça montre aussi que les nutriments dans la farine de mousse soldat noir sont un peu plus élevés et digestibles que les nutriments qui sont dans la farine de soja. C'est que la littérature confirme aussi, parce qu'il y a un blocage au niveau des nutriments, au niveau des nutriments du soja qui ne les rendent pas disponibles au niveau des animaux par certaines substances antinutritionnelles. Moi, je trouve que les résultats sont cohérents et c'est les résultats qu'on devrait trouver. Si on trouvait le contraire, ça serait vraiment un sérieux problème. Donc, on peut donc donner une conclusion partielle même en disant que c'est mieux de substituer la farine de soja par mousse soldat noir que la farine de poissons, qui sont deux sources d'origine animale et qui se comportent presque dans le même sens. Merci beaucoup. J'avoue que je ne m'y connais vraiment pas en zootechnie. Je commence d'abord par féliciter Monsieur Thierry pour le travail fourni, la qualité de la présentation et surtout vous dire également merci pour sa disponibilité pour nous partager les connaissances aujourd'hui. Ma question serait de savoir, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est important qu'on puisse utiliser le soja dans l'alimentation de porc au lieu d'utiliser le soja dans l'alimentation humaine pour lutter contre tout ce qu'on connaît comme
insécurité alimentaire, malnutrition au niveau des enfants. Vous ne trouvez pas qu'à un certain moment, s'il y avait une utilisation à grande échelle du soja, il risque d'y avoir une certaine compétition avec l'alimentation humaine? Je répète encore, ma question peut sembler être bête, mais en tout cas, j'aimerais avoir un éclaircissement par rapport à cela. Merci. Merci, Elie. Merci, Elie, pour les compliments, mais aussi pour l'invitation. C'est à moi de vous remercier tous. Je remercie toute l'équipe d'ailleurs. La question n'est pas bête, parce qu'il y a même quelqu'un qui nous a dit ici, dans les chats, que la farine de soja est plus disponible que la farine de moussolda noir. Et nous nous sommes dit, c'est un peu ça d'ailleurs la problématique, cette compétition-là entre l'animal et l'homme. Et il est dit dans la littérature que d'ailleurs, c'est de l'injustice élite. Les céréales qui devaient nourrir les populations des pays pauvres sont utilisées pour nourrir les animaux dans les pays développés. Et nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne sait pas trouver une alternative innovante, mais aussi durable, qui, non seulement la farine de soja ne sera plus utilisée d'une manière intensive dans les ratios des animaux, et qu'on cherche à remplacer cette farine-là. Non seulement à côté, on fait les soja pour l'alimentation humaine, mais aussi à côté, on fait la farine de moussolda noir pour l'alimentation des animaux. Et pour essayer d'être, d'éluder à l'insécurité alimentaire à tous les niveaux. Mais aussi, non seulement ça, l'élevage reste vraiment une coopérative biologique. Si l'élevage, non seulement on aura à manger, mais aussi on aura l'argent. Dis-moi un peu, non seulement ça sera une source générative pour les protéines animales, mais aussi c'est aussi une source générative par rapport aux revenus des ménages. C'est un peu ça, il y a cette alternative-là. On essaie de voir comment on peut adopter l'alternative et essayer de limiter les dégâts. Non seulement lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi générer des revenus. Donc, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, l'idéal serait d'associer élevage de porc, élevage de moussolda noir et culture du soja à côté. Voilà, c'est bien compris. C'est cette intégration-là. Ouais. Ah, du coup, ça me renvoie à une autre question. Ça me renvoie à une autre question. Ouais. Dans le contexte qui est le nôtre, là où on sait que le paysan congolais, enfin, de manière générale, au Sud Kivu, ils font d'abord de l'association des cultures, mais également les surfaces qui sont cultivées, c'est en deçà de maximum 0,5 hectares pour la plupart. Oui. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut associer tout le trois dans un même espace et permettre également à ces ménages-là de trouver quelque chose à manger au jour le jour? D'ailleurs, ça m'amène aussi à réfléchir autrement. D'ailleurs, moi, je pense que vers la fin, l'idée serait même dans les perspectives de penser comment intégrer. Non seulement nous avons des petites superficies qui restent vraiment un défi, un challenge ici, mais ce sont les éleveurs qui demandent peu de superficie. Que ce soit l'élevage des moussolda noirs, d'ailleurs, c'est une petite superficie sur l'élevage, que ce soit l'élevage des porcs. Mais aussi, on s'est dit, si quelqu'un a déjà moins d'1 hectare, mais il sait y mettre toutes les 3 activités, au lieu d'avoir 1 hectare où il met seulement les soja, déjà, non seulement il y aura durabilité du système, mais aussi il y a la rentabilité qui est à côté. Moi, je pense que c'est déjà une autre piste à exploiter et que peut-être que dans l'avenir, ça peut faire un très bon débat scientifique. Merci beaucoup. Moi, c'est Victor Mitouga, je suis vétérinaire. J'ai une petite question à poser à Thierry. Au fait, je comprends, on a besoin d'avoir 2 niveaux. Un niveau production. Mais moi, la question, c'est la conservation. Les mousses soldats sont très riches en graisse. Or, la graisse pose un problème de conservation. Si vous proposez de produire à grande échelle, comment vous allez faire pour que la conservation puisse être, parce que c'est une matière à utiliser au sein de l'élevage. Ou bien, si on dégraisse, est-ce que ça ne va pas changer la qualité
et que ça remette en question l'idée de base que vous proposez et qui semble plausible par rapport à la substitution de la farine de poisson. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher docteur Mituga. La question, c'est par rapport à la conservation. C'est vrai, jusque-là, la production n'est pas même assurée. Bon, on s'est dit, mais comment on va commencer à passer conservation? Mais c'est ce qui est, c'est très intéressant. On a vu que les larves qui étaient dégraissées n'avaient pas perdu les profils protéiques. C'est-à-dire, même si comment on dit, même si vous produisez à une intensification élevée, vous aurez les larves, et ces larves-là, vous pouvez les conserver, même dégraisser sans perdre les profils protéiques. Mais ce qui est vrai, les profils lipidiques seraient bougés. C'est vrai, on a cet avantage qu'on ait d'autres sources en énergie, qui va nous aider à avoir les lipides, mais aussi l'énergie. À ce niveau-là, la conservation serait aussi notre priorité. Étudier les mécanismes, les alternatives, comment est-ce qu'on conserve, et pour ne pas perdre, pour ne pas détruire ces potentiels-là lipidiques aussi, et garder les mêmes potentiels lipidiques, mais aussi les potentiels protéiques. Merci beaucoup. Et Aganze Kaye David, étudiant en bac D agronomie ici à l'université officielle de Bukavu, et a bien suivi les sujets. J'avais une petite question. C'est basé sur les objectifs ou bien la problématique du sujet. Quand vous avez abordé, vous avez dit que c'est compte tenu de la compétition qu'il y a entre les humains et les animaux dans l'utilisation des soja et aussi des pressions auxquelles sont soumises les forêts ou bien la biodiversité. Alors, ayant parlé que non, il devrait y avoir une solution en associant la culture de soja, l'élevage de poissons, l'élevage de mouches soldats, je m'excuse, et l'élevage des porcs. Alors, j'aimerais savoir, compte tenu de cette petite superficie qu'on aura là, est-ce qu'il n'y aura pas toujours cette pression qui sera soumise à nos forêts ou bien à nos écosystèmes, puisqu'on n'aura pas de superficie et les gens auront à courir vers les forêts, aller toujours abattre des arbres pour se procurer des places où ils vont cultiver le soja là. C'était juste ça ma question. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que si les collègues m'ont suivi, l'étudiant, c'était même ça, c'était un cas isolé par rapport même à la compétition. Si vous regardez correctement, il y a d'autres problèmes à côté, mais on s'est dit, il y a ça. On a fait un très bon débat avec Eli, avec l'enseignant Eli, et vous vous rendez compte que quand on intègre, c'est un peu ça d'ailleurs l'objectif d'intégrer, pour ne pas faire pression aux ressources humaines, que ce soit sur les plats, superficie, sur les plats et consommation des ressources. L'intégration, vous avez peu d'espace, mais vous intégrez plusieurs activités. Ça va rendre votre activité plus rentable, mais durable, comme on l'a dit, le plus possible. Quand on parle de la déforestation, on faisait allusion à la pression. Là où 100 porcs seraient en train de consommer totalement farine de mouche soldat, non, farine de poisson ou farine de soja, on va réduire la consommation en faisant cette intensification de la production de larves de mouche soldat noir. Et l'autre partie là sera injectée pour lutter contre cette déforestation en monoculture, mais aussi la pression sur la forêt, mais aussi la pression sur les stocks halieutiques. Donc, nous devons nous dire vrai. Si vous regardez correctement, moi je sais, et si on pose la question ici, quelqu'un qui a consommé l'été du soja, l'été au soja le matin, nous ne sommes pas à 10 ou à 5 ici qui vont répondre. Et du coup, là, il n'y a même pas la farine la farine de soja qui est là. Mais on ne va pas même parler de la farine de poisson parce que les poissons, on ne sait même pas, peut-être parce qu'il y a cette pression-là. Et si on doit se mettre en tête qu'il faut vraiment substituer, c'est dans ce cadre-là de réduire cette pression-là à des niveaux, que ce soit sur les poissons, que ce soit sur l'environnement, les ressources de la biodiversité, quoi.
Merci Thierry. Je vais donc aller dans le chat. Il y a beaucoup de questions. Euh, il y a une question de Nestor Linangola. Il dit, y a-t-il des risques environnementaux ou sanitaires liés à une production massive des larves? Déjà répondu. On avait déjà répondu. Oh, OK. Et Gabriel Bagouma qui dit, avez-vous fait des analyses bromatologiques des ingrédients? Oui, on avait déjà répondu. En fait, presque toutes les questions ici, il y avait déjà toutes les réponses. Je vois chez Julien, je vois chez Fanuel. Celle de On avait déjà répondu à toutes ces questions ici. OK. Ouais. Et celle de Madame Victorine Jomako qui dit, merci pour cette suggestion d'alimentation qui revêt un caractère de durabilité économique car réduit les intrants et la compétition entre consommation humaine et animale pour ce qui est du soja, par exemple. Comment mettre en œuvre l'élevage des mouches soldats pour intégrer dans nos pratiques d'élevage, surtout pour nous, les centres de formation qui se veulent pratiques et concrètes pour un meilleur effet multiplicateur. Merci encore pour ce thème. C'est tout ce qu'on disait. On dit, jusque-là, l'intensification, la production pose problème. Et je vois par exemple dans les régions à côté de nous, les pays voisins, et ils ont évolué dans la production et au niveau de l'intensification. Et comme on le disait, l'intégration est très facile. L'intégration est très facile. C'est question d'avoir un modèle des systèmes d'élevage adaptés et tout peut se faire. C'est pas très compliqué comme on peut le penser. Et même le prof l'a dit. Et vous allez voir que tout ce que nous avons comme déchets, et déchets ménagers, déchets dans dans nos ménages, même dans les milieux ruraux, peuvent servir de substrats très rentables pour la production. C'est-à-dire, le niveau de la production n'est pas un problème. Même les déjections des animaux serviront pour pour les substrats. Donc, c'est un modèle très simple, adapté à tout le monde. C'est pas même très compliqué. Élie, est-ce qu'il y a des questions de ton côté? Non, dans la salle, il y a plus de questions. Super. Donc, je vais continuer avec les questions qui sont dans le chat. C'est Monsieur Nestor qui dit quelles stratégies de sensibilisation ou de vulgarisation sont envisagées pour favoriser l'adoption de cette innovation sur le plan acceptabilité sociale et culturelle? Comme on l'a dit, jusque-là, la perception dans la communauté, et les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas que cette alternative existerait. Moi, je pense que le premier niveau serait, comme je le disais aux amis, le premier niveau serait de faire d'abord quelque chose dans des petites fermes pilotes. Et du coup, là, on va commencer à dupliquer les modèles et ça va attirer les gens. Et après, on peut même commencer à fabriquer certains régimes alimentaires à commercialiser dans les petits élevages et ça pourrait intéresser. La sensibilisation commencerait d'abord par un diagnostic participatif dans les milliers et puis installer certaines unités de production locale dans les milieux les plus reculés. Parce que ce qui est vrai, les gens ne vont pas. Ce qui est vrai, l'approche n'est pas dans la communauté, n'est pas dans nos milieux d'élevage. Pour nous, c'est innovante, mais aussi c'est durable. Il faut d'abord que les gens s'approprient ça. Et moi, je pense que l'approche serait d'abord un diagnostic participatif dans les milliers chez les agro-pasteurs, et que peut-être ça peut nous aider à avoir une approche assise dans la communauté. Effectivement. OK, ça c'est une question de Géant Chouma qui dit félicitations, cher Thierry. Une petite question. Quid de la disponibilité mouche soldat auprès. Oh, il veut peut-être dire quelle est la disponibilité mouche soldat auprès des petits exploitants. Existe-t-il déjà une unité de production de mouches soldats dans le Kivu? Disponibilité, accessibilité. Même... Oui, c'est tout ce qu'on disait. C'est tout ce qu'on se disait. Jusque-là, la production pose problème.
mais il y a quand même certaines initiatives qui ont été déjà, qui ont été déjà mises en place. À Nyangezi, à l'Institut Weza, dans la province ici, il y avait déjà une unité de production. À Kavumo, il y avait une autre unité. À Mulungu aussi, c'est toujours au site Kivu. Il y avait quelques unités de production. Ah, on me dit que même à l'IOB, il y avait une unité de production ici. Donc, il y a quelques initiatives encourageantes qui étaient déjà, qui étaient déjà mises en place dans la province ici. Mais je me dis, il y a aussi la guerre qui a tout perturbé. Et peut-être qu'après ce contexte ici, il y aura d'autres courageux qui vont commencer, d'autres intéressés qui vont recommencer l'activité. Ok. Ouais. Je pense que la question qui suit, vous y avez déjà répondu, mais je vais abréger et puis poser quand même. La personne demande, qu'est-ce que vous proposez en termes d'accroître la production agricole, particulièrement le soja, mais également la vulgarisation de production de la MSN dans nos élevages? J'avais déjà répondu à la question où j'ai parlé du diagnostic participatif, mais aussi l'installation de certaines unités pilotes qui vont nous aider à intensifier et vers la fin, on va commencer par des sensibilisations parce qu'il y a quelque chose qui est déjà là, quelque chose qui est viable et qui va nous aider à dupliquer le modèle, quoi. Ça, c'est par rapport à la production des mousses soldats noirs, comme je le disais. Parce que ce qui est vrai, les éleveurs n'acceptent pas quand ils ne voient pas. Il faut qu'il y ait des résultats palpables et qui nous aident à décider et à introduire l'approche dans la communauté pour les vendre, quoi, et pour qu'ils s'approprient l'approche. Ok, merci. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une personne parmi l'audience qui peut répondre par rapport à la question, qu'est-ce que vous pouvez proposer en termes d'accroître la production agricole, particulièrement le soja? Voilà, maintenant, s'il n'y a personne en attendant, je peux donc aller à la question suivante. C'est Monsieur Lutili Franck qui dit, est-ce qu'il y a moins, il voulait dire, est-ce qu'il y a moyen d'y ajouter autres composants pour augmenter la quantité? Ça, c'est Fanuel. C'est Franck Lutili à 10h54. Il voudrait savoir si on peut ajouter d'autres composants pour augmenter la quantité. Il y a, ce qui est vrai, les ratios formulés, c'était basé en fonction des besoins physiologiques des animaux. Et nous avons pris en compte la qualité, mais aussi la quantité des animaux que les animaux doivent consommer. Déjà, les ingrédients qui sont là sont représentatifs et contiennent tous les nutriments nécessaires dont on a besoin, entre autres énergie, les lipides, les protéines, mais aussi les autres ingrédients, comme les minéraux. Donc, déjà, à ce niveau, c'était représentatif, mais nous avons pris les ingrédients localement disponibles, mais qui ont les profils nutritifs, des nutriments par rapport à tout ce qu'on cherche. Donc, ajouter la quantité pour nous serait un gaspillage inutile. La qualité était déjà représentée et la quantité, parce que peut-être on ne l'a pas dit, on avait des quantités croissantes. Au début, les porcelets consommaient 500 grammes par jour et on était en train d'augmenter en fonction de leurs besoins. Ouais. En effet, je suis d'accord avec vous que c'est le profil nutritif qui compte le plus. Maintenant, je ne sais pas si Franck est là, il peut ouvrir son micro pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est intéressé à augmenter la quantité. Je ne sais pas si Monsieur Franck, vous pouvez ouvrir votre micro et dire pourquoi la quantité vous intéresse. Sinon, je vais donc prendre la question qui suit. Oui, Ok. je suis là. Je suis là. On vous écoute? Oui. Oui, j'ai été intéressé de la quantité parce qu'il peut arriver où on a la demande qui est supérieure peut-être à l'offre. Peut-être on a produit des mousses soldats
veut pas vraiment répondre aux besoins. C'est pourquoi j'ai posé cette question, parce qu'il peut arriver que beaucoup de gens sollicitent le mouche soldat noir ou la farine de mouche soldat noir. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il y a moyen d'augmenter la quantité ou comment. Merci beaucoup. OK. Thierry? Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Et comme je le disais là, la quantité était optimale. Et puis, c'était iso-énergétique. C'était par rapport aux besoins des animaux. Déjà, nos ratios étaient équilibrés en termes de nutriments. Et du coup, on ne devait pas ajouter. Vous voyez que même les substitutions, c'est partiel. Et c'est 25, 50, 75 et 100%. Et on s'est dit qu'à ce niveau-là, on devait évaluer les niveaux de substitution. Moi, je pense que du coup, la quantité qui était là, c'était la quantité optimale par rapport à tout ce qu'on recherchait comme profil en termes de nutriments. Ouais. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Franck pour la question. Je vois Monsieur Patrick Moalele, vous avez la main levée. Vous pouvez ouvrir le micro et prendre la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Laetitia. Merci aussi à Monsieur Thierry pour sa présentation. Nous, comme éleveurs, nous avons suivi vraiment avec attention les thèmes ou la thématique d'aujourd'hui, mais nous avons seulement quelques petites préoccupations. Premièrement, je vais me diriger vers la partie où il a parlé des performances de croissance. Ça, c'était au niveau des résultats, où M. Thierry nous a montré que les résultats étaient passés surtout du témoin. L'indice de consommation était à 5 et cet indice de consommation était passé de 5 jusqu'à 3,2 au T6. Maintenant, ma préoccupation était celle de savoir au T6 quel était l'âge de porc à cette phase, parce que nous savons que les porcs parcourent plusieurs phases pendant sa croissance, où nous avons la phase porcellée, après ça nous avons la phase croissance, après ça nous avons aussi la phase finition. Est-ce qu'au T6, ces porcs avaient quel âge, combien de mois? Et à ces mois, quel devait être l'indice de consommation, la valeur de l'indice de consommation recommandé comparativement à celle que monsieur avait présentée, nous a dit dans sa présentation. Donc ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième était aussi celle de savoir quel était l'impact des mouches soldats sur la teneur en graisse pour la viande de porc, parce qu'actuellement nous nous heurtons à un grand problème qui est celui où nous nous retrouvons avec les porcs, nous produisons des porcs dont sur les marchés il y a un peu le problème de la quantité de graisse au niveau de la viande. Est-ce qu'il y a-t-il un impact des mouches soldats sur ces paramètres? Et en dernier lieu, je voulais aussi savoir est-ce qu'il y a encore besoin d'utiliser les boosters de croissance si on a déjà les mouches soldats noirs, ou soit on utilise seulement la mouche soldat noire, ou soit on utilise les boosters, parce que nous savons que dans la composition des boosters, il y a aussi beaucoup d'éléments nutritifs qui sont aussi importants pour la croissance et l'amélioration de beaucoup de paramètres chez les porcs. Merci beaucoup. Thierry? Merci pour les questions. La première question concerne l'indice de consommation. Et comme je le disais, on avait deux phases, la phase post-sévrage et la phase de croissance. Et le sixième traitement, où il y avait 50% de farine de mouche soldat noir et 50% de farine de poisson, même chose pour les soja. L'indice de consommation était réduit par rapport à tous les autres traitements. Et l'indice de consommation moyen, c'est 3,2
Contrairement au traitement témoin, où on avait 5,0. Et par rapport à toutes les tranches d'âge, par rapport à toutes les phases de croissance, le sixième traitement s'est très bien comporté. Déjà, il doit comprendre que plus l'indice de consommation est réduit, plus on dit que l'animal valorise mieux les aliments. Et c'est ce qu'on recherche, parce que vers la fin, il va voir qu'il y aura un grand challenge entre cet indice de consommation quand il sera en train de faire les calculs de rentabilité. Donc, c'est à ce niveau que c'est un peu ça la réponse que je vais donner. Par rapport, donc, les porcs valorisaient ces ratios correctement à toutes les tranches d'âge, à toutes les phases de croissance. Par rapport à la deuxième question qui concerne les taux en cholestérol, il a vu dans mes résultats que le cholestérol est resté stable. Il n'a pas changé. Et même pour la qualité organoleptique, parce qu'on a dit qu'on a évalué, il va voir que la viande n'avait pas trop de graisse et pas dans tous les traitements, sauf pour les glucoses et les protéines où il y avait un taux élevé en ces éléments, en termes de teneur pour ces éléments biochimiques. La troisième question, ça concernait, c'était encore quoi là, pour la troisième question? Le besoin de booster, est-ce qu'on a besoin encore de booster la croissance même quand on utilise les MSN ou bien c'est assez, on n'a plus besoin d'ajouter de booster? Déjà avec ce qu'on avait comme profil en termes de nutriments, on avait de très bons résultats. Dans nos ratios là, les quoi, on avait quand même les prémix qui étaient partout. Hein. Les prémix étaient là, les Peak Boost étaient là et qui nous aidaient à formuler nos ratios. Donc, et dans tous les traitements, il y avait les performances de croissance. Et au fait, ce sont des ratios qui étaient équilibrés, comme je le disais, et on ne pouvait même pas s'inquiéter par rapport à la carence en tel ou tel nutriment. Ouais, carence ou déficience. OK. Merci bien. J'espère que Monsieur Patrick, vous avez eu la réponse à toutes vos questions. Je vais... Pardon, madame, il y a seulement la première question où je ne suis pas vraiment satisfait de la réponse parce que la préoccupation était beaucoup de savoir l'âge qu'avaient les porcs pendant la prise des données pour les paramètres de croissance. Parce qu'au niveau des performances de croissance, il y avait la variation de l'indice de consommation. La préoccupation était de savoir est-ce que pendant cette phase, les porcs avaient quel âge? Et en ayant maintenant l'âge des porcs, on doit savoir, parce que tant que zootechnicien, on doit savoir que pour la phase porcellée, l'indice de consommation est par exemple de 2,5. Pour la phase croissance, l'indice de consommation est de 3,8. Pour la phase finition, l'indice de consommation est de 5. Alors, pendant la phase où il avait prélevé les performances de croissance de ces porcs avaient combien de mois et l'indice de consommation était de combien et il devrait avoir combien comme indice de consommation pour ressortir maintenant les comparaisons et savoir s'ils étaient dans les bons ou soit ils n'étaient pas dans les bons. Si je peux formuler d'une autre façon ma question, Madame Laetitia. OK. L'indice de consommation qui est ici, c'est l'indice de consommation moyen et dira toute la phase de nos essais, c'est-à-dire à partir du sévrage jusqu'à la 18e semaine, comme je l'ai dit. Mais bien sûr qu'il y avait des variations en fonction de l'âge, mais ça, c'est l'indice de consommation moyen qui était de 3,2 par rapport aux témoins qui étaient de 5,0.
Ok, merci Thierry. On va continuer dans le chat. Monsieur Julien Baïziri qui dit juste savoir si les sujets d'études POC ont-ils affiché une préférence ou une aversion pour les aliments contenant de la farine de mouche soldat noir en phase de démarrage, croissance et finition. Pendant les essais, on essaie de prélever toutes les données liées au reste et au défi alimentaire. Et on se rend compte que on avait plus de restes ou de refus dans les ratios témoins. Mais les aliments où il y avait substitution en larves de mouches soldats noirs étaient les plus appétés par rapport au ratio où il y avait des compositions en ingrédients conventionnels, entre autres la farine de poisson, la farine de soja. Donc, l'appétabilité était plus là où il y avait des substitutions. Les taux de palatabilité étaient plus élevés. Ok. Donc, vous dites en fait que les porcs avaient tendance à vraiment apprécier là où il y avait les MSN. Ok. Oui. Ça, c'est un point important. Monsieur Fanone ou Madame Fanone Tindebe dit bonjour à tous et je vous présente mes excuses d'avoir joint la session avec retard. Est-ce que le présentateur peut revenir sur les risques sanitaires et environnementaux? Lors de mes stages au Cameroun, une entreprise a été contrainte de fermer parce que les voisins avaient porté plainte à cause des odeurs et risques sanitaires. Même chez nous, là où on était en train de mener les essais, bon, faut voir, heureusement, c'était isolé des ménages, c'était un peu isolé, mais je me dis, cette odeur-là ce qui est vrai, on peut avoir des problèmes avec les voisins si on les fait à côté, dans des pleines villes, dans les milieux vraiment où les gens sont condensés. Et ça peut poser problème. Ce qui est vrai, il a pleinement raison. Ça signifie que même les unités doivent être éloignées des ménages, les unités de production. Et ça revient même à la question du docteur Mituga qui lui-même, bon, il est revenu même sur la question là de la conservation. Ça, c'est vraiment une autre préoccupation majeure. Moi, j'ai une dernière question. S'il n'y a plus de questions après moi, je voulais savoir, est-ce que dans le processus, en fait, pour emmener les mouches à l'état de poudre, est-ce qu'il y a une certaine purification? Parce que je me dis, désolée, les mouches portent sûrement des pathogènes, c'est pourquoi il n'y a pas de compétition en ce qui concerne les humains. Nous, on ne consomme pas ces mouches-là, c'est sûrement à cause des pathogènes que ces mouches-là peuvent porter. Et je me dis, dans ce processus-là, est-ce qu'elles sont sanitized, purifiées avant de nourrir les porcs, ou bien les porcs sont résistants aux pathogènes que pourraient porter ces mouches-là? Il y a un objectif même lié à cette question-là. Vous avez vu avec moi que même les paramètres microbiologiques ou sanitaires, il n'y a pas eu vraiment des effets significatifs par rapport à la santé, par rapport à la santé des animaux. Je me dis que même pour la santé humaine, parce que c'est que vrai, toutes les analyses ont montré qu'il n'y avait pas des effets négatifs sur la santé, même sur le système immunitaire. Vous avez vu comment les profils nutritionnels étaient intacts, mais aussi même pour les paramètres par rapport aux charges bactériennes. Et il y a les covalences qui est ici. Oui, Laetitia, on peut ajouter. Vous voyez, par exemple, bon, je rectifie, ce ne sont pas les mouches qu'on utilise, mais les larves des mouches. Ok, oui. Là, pour les tuer, ce n'est pas facile. En tout cas, ce n'est pas facile. Il est conseillé de les mettre, de les placer dans l'eau bouillante pendant plus d'une heure pour qu'on se rassure qu'elles sont réellement mortes. Parce que si on les donne comme ça, elles ne sont pas mortes aux animaux. J'ai déjà vu là où la larve a tué le poisson. Le poisson a consommé la larve a détruit tous les types digestifs du poisson.
Alors, il faut se rassurer. Alors, dans l'eau bouillante, là-bas, l'eau joue le rôle de quoi? De tuer la larve, mais aussi de purifier cette larve là-bas, de telle façon que la plupart des micro-organismes qui seront là-bas seront anéantis. Et c'est pour cela que l'ébullition joue aussi le rôle de purification, bien que le principal rôle, c'était de tuer ces larves là-bas. Merci. OK. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, prof. Donc, on a hâte d'accueillir la collègue de Monsieur Thierry qui pourra vraiment nous emmener au travers de tout le processus de l'élevage jusqu'à ce qu'on nourrisse les porcs. Ce serait vraiment, vraiment intéressant. Et si vraiment l'audience peut encore utiliser ces émojis pour féliciter Monsieur Thierry pour une présentation, on a beaucoup appris. Je pense que elle était très pratique, vraiment. On a vraiment apprécié. Merci aussi à l'audience, à l'Université officielle de Bukavu, aux étudiants pour vos questions et à prof pour vraiment les éclaircissements. Je vous dis donc merci et on se retrouve pour un autre café scientifique à la fin du mois de mai, d'avril, désolé, d'avril. Non, c'est juste ma gratitude à tout le monde, et principalement à l'équipe qui organise ces moments d'échange, d'expérience. Ça a été vraiment un honneur pour moi, un privilège. Vraiment, je manque les mots, je ne sais pas avoir un autre mot à part merci. Je remercie aussi tout le monde, tous les amis qui me suivaient ici en présentiel et les autres en ligne. Et plus particulièrement le professeur Valence, qui est mon promoteur. Et il m'a toujours accompagné, il continue à m'accompagner et je continue à apprendre auprès de lui. Et merci beaucoup, Elie. Merci à tout le monde, à toute l'équipe.